Je suis en ligne avec Maître Sonnet Saint-Louis. Maître Sonnet Saint-Louis, comment ça va? Ça va très bien, directeur. Et pour Alors, vous? ouais, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Maître Sonnet Saint-Louis. Or, ça semble bien aller pour vous en Haïti, parce que vous êtes en Haïti depuis un certain temps, et vous représentez un membre du conseil d'administration de la BNC. Et lui est l'objet de chantage de la part de membres du CPT. Alors, expliquez-nous la situation, Maître Sonnet. Effectivement, ce que vous avez entendu dans la presse a du fondement. Il y avait une rencontre qui s'était tenue entre le président du conseil d'administration de la BNC, dont je suis l'avocat, entre le conseil, le président et les trois membres du conseil présidentiel. Une rencontre au cours de laquelle les trois conseillers, dont Smith Augustin, Emmanuel Vettiler et Dr Gérald Gilles, avaient exigé d'un un paiement de 100 millions de goudes pour que celui-ci garde son poste en qualité de président du conseil d'administration de la BNC. Par la suite, une rencontre s'est tenue entre le président du conseil d'administration de la BNC, M. Raoul Pierre-Louis, et le Premier ministre, et au cours de laquelle il avait exposé les faits à son supérieur hiérarchique avec sincérité et sans complaisance. Et il y a 2 jours de cela, il y a une lettre qui a été adressée, c'est-à-dire une lettre formelle qui a été adressée au Premier ministre. Donc, non seulement pour exposer ce qui a été dit préalablement, pour réaffirmer ce qui lui a été dit préalablement, mais aussi pour solliciter du Premier ministre un encadrement en ce qui concerne sa sécurité personnelle et ainsi que celle de sa famille. C'est à cette phase qu'on est, mais je dois vous dire, c'est une situation affligeante. C'est d'abord la consternation et la mort dans l'âme. Parce que M. Pierre-Louis considère que cette demande comme une attaque à son intégrité professionnelle. Parce que, comme tout le monde sait, que la BNC, c'est une institution financière d'État, mais c'est une banque qu'il a gérée avec beaucoup de compétences et avec une probité de quoi il peut se vanter aujourd'hui. Donc, Alors, c'est la seule institution de l'État aujourd'hui qui est mhm. rentable dans ce pays. Et cette Et, demande qui a été produite par ces trois conseillers, c'est une demande qui vise à mettre à sac les finances de l'État, c'est-à-dire pour dévaliser la Banque nationale de crédit en toute impunité, directeur. Maître Sonnet, c'est là l'importance de savoir aussi depuis combien de temps Raoul Pierre-Louis est affecté à cette institution-là, travaille et surtout président du conseil d'administration de la BNC. Donc, il a 2 mandats. Donc, 2 mandats. Il est là depuis sur la présidence de Jovenel Moïse. Comme vous le savez très bien que toutes les institutions haïtiennes sont dysfonctionnelles parce que le Parlement n'existe pas, parce que, en fait, nommer les membres à la Banque nationale des crédits ou à la Banque nationale de la République d'Haïti, c'est d'abord selon la Constitution de 1987 et suivant les lois de la République, c'est une attribution partagée entre le Sénat de la République et le président de la République. Donc, vous savez que le Sénat n'existe pas et toutes ces institutions, ou bien ceux qui les dirigent aujourd'hui, se trouvent dans une situation de facto. Et c'est la raison pour laquelle on a passé un certain nombre de temps sans que le mandat
de ceux qui dirigent la Banque nationale de crédit n'ait pas été renouvelé. Parce que nous sommes dans une situation où toutes les institutions ont été anéanties. Le fait qu'il n'y avait pas eu des élections en Haïti, donc les institutions n'ont pas été renouvelées à temps. Et ce qui fait aujourd'hui, il n'y a pas d'institution légitime en Haïti. Toutes les institutions sont des institutions de fait. Alors, Maître Sonnet, la réaction de votre client, Monsieur Raoul Pierre-Louis, nous indique ou tendrait à nous dire qu'il n'a jamais connu de telle situation, c'est-à-dire que des gens de pouvoir viennent lui réclamer de l'argent pour garder le poste. Est-ce que c'est la première fois qu'il a fait face à une telle situation? Je pense que oui. Certainement, on peut comprendre que certaines autorités de l'État peuvent solliciter des avantages, c'est-à-dire d'avoir une carte de crédit, ou du moins parce que la banque aussi fait des transactions en matière hypothécaire. Parce qu'en fait, on peut comprendre aussi qu'il y a une autorité qui veut avoir une maison, qui veut acheter une maison, qui sollicite des faveurs et de la part de la BNC. En fait, il y a aussi toujours toutes ces demandes, parce que vous connaissez la situation en Haïti. Mais c'est pour la première fois qu'il a eu à faire face à une telle situation, c'est-à-dire des autorités placées au plus haut niveau de l'État, donc sollicitent un responsable de banque, donc de leur donner 100 millions de gouttes pour qu'ils gardent leur poste. Donc, c'est-à-dire nous sommes dans une situation de perversion, dans une situation de corruption, donc généralisée, et c'est la raison pour laquelle le concerné avait non seulement dénoncé publiquement cette question, mais il avait aussi adressé une lettre à son supérieur hiérarchique, à savoir le Premier ministre, pour lui faire part de la situation. Donc J'imagine, Maître dans le Sonnet, but, que, oui, Maître Sonnet, et dans le, j'imagine que le conseil se compose de au moins d'une dizaine de membres et peut-être plus, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a été le seul, votre client, Raoul Pierre-Louis, à faire l'objet de cette demande-là, selon ce que vous en savez? oui, il était le seul, parce qu'en fait, la banque, comme je viens de le dire tout à l'heure, la banque est amputée aujourd'hui de deux ou trois membres, parce que le conseil d'administration n'est pas fonctionnel. Pas fonctionnel parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui ne peuvent pas être prises parce que le conseil d'administration n'est pas encore complété. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, à part de deux autres, donc il est le seul à être à la barre. Et c'est la raison pour laquelle cette demande lui a été faite parce qu'il est le seul à pouvoir aujourd'hui prendre cette décision selon ses conseillers. Maintenant, vous vous attendez à ce que les gens dont les noms ont été cités, les membres du Conseil présidentiel de transition, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Smith-Augustin, refutent cet argument, refutent ce fait. Qu'est-ce qu'il en est au moment où on se parle? Est-ce qu'il y a eu quelques réactions? Parce que vous avez fait déjà une première ou même plusieurs sorties publiques par rapport à cet événement. Oui, et je ne suis pas dans une situation où je me livre à une bataille de médias. Parce que le scandale, c'est d'abord un scandale public. Parce que cette question, c'est une question d'État qui concerne l'État d'Haïti, parce que c'est l'État qui est victime de la corruption. Donc, il revient à l'État lui-même de porter plainte contre les gens qui veulent mettre en faillite l'administration publique. Comme je viens de vous le dire, il y a une lettre qui a été adressée au Premier ministre. Donc, suite doit être donnée donc, à cette lettre. Donc, au moment où je vous parle, l'ULCC, qui est une institution de contrôle qui est destinée à la lutte contre la corruption, a été déjà saisie de la question. Donc, c'est sûr qu'il y a une enquête qui va être ouverte et ces concernés auront l'occasion de s'exprimer devant la justice ou devant les autorités de ULCC, qui est une institution qui est destinée à lutter contre la corruption. Parce que vous savez que la corruption, c'est une infraction pénale. Donc, nous sommes dans une situation pénale. Il y a deux choses qu'on doit considérer dans le cadre d'un procès pénal. C'est d'abord le principe de la présomption d'innocence.
Donc, ça veut dire, s'il n'y a pas un tribunal qui proclame une décision, mais qui prend une décision, donc qui dit que ces trois conseillers sont coupables de corruption, donc, donc à l'heure actuelle, ils sont présumés innocents. OK. Et d'ailleurs, aussi, il y a la réputation des accusés, donc il faut protéger. À ce stade, nous disons qu'il y a des soupçons de corruption. Donc, la question va être étudiée par l'ULCC. Il y a une enquête approfondie qui va être faite. Une fois que les rapports terminés, il va être acheminé au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il y a un juge d'instruction qui va enquêter à charge et à décharge. Et c'est la raison pour laquelle nous disons à ce stade, donc ces trois conseillers sont présumés innocents et jusqu'à ce que la justice puisse décider de cette question. Mais compte tenu de l'importance d'une telle accusation, est-ce que vous pensez, vous personnellement, parce que oui, vous êtes l'avocat de Raoul Pierre-Louis, mais vous êtes un citoyen haïtien aussi engagé pour la défense de l'intégrité de notre pays. Est-ce que vous pensez que ces noms qui ont été cités, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith, Augustin, ces personnes peuvent encore siéger dans l'intérim euh, d'une décision de l'ULCC comme telle? Non, je pense qu'ils doivent être à ce moment écartés. Ils doivent être écartés de leurs fonctions. Ils doivent être écartés de leurs fonctions. Ils ne peuvent pas continuer à gouverner. Ils ne peuvent pas continuer à diriger. Donc, ce serait d'abord accorder une prime à l'indécence, donc une prime au vol et une prime à la corruption. Donc, ils ne peuvent pas continuer à gouverner et à diriger. Ils ne peuvent pas continuer à siéger donc, au niveau du Conseil présidentiel de transition. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que la lettre a été achevée au Premier ministre. Donc, il revient au Premier ministre d'exiger une rencontre avec le Conseil présidentiel de transition pour faire la lumière sur cette question. Ce n'est pas seulement de faire la lumière sur cette question, il y a une décision qui doit être prise, qui doit être prise. Parce qu'en fait, il s'agit des dirigeants de l'État au plus haut niveau qui sont indexés dans une affaire de corruption. Donc, c'est-à-dire, il faut sanctionner. Il y a des sanctions qui méritent d'être prises et la première sanction qui doit être prise, c'est que ces gens-là doivent être écartés au niveau du Conseil présidentiel de transition. Parce que, comme vous le savez, la corruption en Haïti, c'est d'abord un mal endémique. La corruption, c'est d'abord le détournement de la loi. Et ce qui fait aujourd'hui, nous sommes dans une situation de violence généralisée dans le pays. Parce que la corruption hypothèque l'avenir des générations présentes, l'avenir des générations futures. Parce qu'en Haïti, au moment où je vous parle, nous sommes dans une situation de désolation. Et c'est pourquoi vous voyez que les Haïtiens partent dans toutes les directions du monde, à la recherche du bonheur vivrier. C'est parce que non seulement donc, il y a un problème de mauvaise gouvernance dans ce pays, mais on a instauré une situation de violence généralisée en Haïti. Maintenant, si on ne combat pas la corruption, donc il n'y aura pas de développement économique, il n'y aura pas de croissance économique, il n'y aura pas de création d'emplois, il n'y aura pas de création d'opportunités dans ce pays. Mais posez-vous bien la question, mais qui va venir investir dans un pays où règne la violence et l'arbitraire, où règne la corruption? Parce que la corruption, c'est d'abord un obstacle au développement. Qui va investir? Est-ce que Haïti va attirer les investisseurs quand nous savons que les dirigeants placés au plus haut au niveau de l'État donc, sont dans une situation où, à n'importe quel moment de la durée, ils peuvent solliciter des pots de vin avec des gens qui Hmm, veulent mettre leur argent à profit de ce pays. Donc, c'est la hmm. raison pour laquelle donc, la lutte contre la corruption doit être menée de manière générale et non sélective.
Maître Sonnet, vous savez que pour une personne qui prend son courage à deux mains, n'est-ce pas, avec tous les risques que cela comporte, qui dénonce publiquement une telle situation, il doit y en avoir au moins 100 000, n'est-ce pas, qui ne dénoncent pas. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour lancer un message à tout le monde, parce qu'il doit y en avoir plusieurs qui sont obligés de payer pour occuper un poste dans ce pays à des dirigeants supposément, hein, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est pas l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui sont à tous les mois obligés de payer un pot de vin, n'est-ce pas, à un parrain qui les aurait placés à leur poste, de dénoncer ces situations-là pour tenter d'en finir avec la corruption dans l'entreprise, dans l'administration publique, pardon. Ce ne sont pas tous les citoyens qui ont le courage de le faire. Parce que vous savez, même s'il y a des lois contre la corruption, même s'il y a des institutions dans ce pays qui sont destinées à la lutte de la corruption, mais les lois et les institutions ne protègent pas ceux qui dénoncent la corruption. Et c'est la raison pour laquelle, quand on le fait aujourd'hui, on se met dans une situation inconfortable. Parce que le seul compromis que nous ayons réussi en Haïti au cours de ces 30 dernières années, c'est d'abord autour de la corruption et de la médiocrité. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, même si on dénonce, mais il y a des tentatives de la part des secteurs corrompus et criminels dans ce pays pour détourner la corruption, pour détourner la démocratie et les principes de la bonne gouvernance. Vous savez, il y a un certain, ça fait longtemps, tout le monde a un projet de transition en Haïti. Tout le monde a en poche un projet de transition. Jamais un projet démocratique. Vous savez pourquoi? Parce que dans un gouvernement de transition, il n'y a pas de contrôle. Monsieur Kony est Premier ministre aujourd'hui, mais il n'y a pas de contrôle parce que le Parlement n'existe pas. Donc, le gouvernement n'est responsable que devant lui-même. Donc, un gouvernement qui n'a pas de contrôle, c'est un gouvernement qui n'a pas de transparence. C'est un gouvernement qui n'a pas de reddition de compte. Il n'y a pas de reddition de compte. C'est-à-dire, le gouvernement manque d'éthique gouvernementale. Je vais vous donner un autre exemple. Nous on dit Haïti, c'est un état de droit. Mais la définition classique même de l'état de droit, c'est la soumission des gouvernants au droit, à la loi, au même titre que les simples citoyens. Or, la Constitution de 1987 avait prévu un mécanisme dont on pouvait rendre responsable, dont on pouvait rendre justiciable les dirigeants de l'État. Maintenant, vous avez un conseil présidentiel qui assure la présidence. Mais ce conseil présidentiel, il est justiciable devant quelle instance en Haïti? Il n'est pas justiciable devant les tribunaux de droit commun, mais la haute cour de justice n'existe pas parce que ce sont les deux branches du Parlement qui constituent la haute cour de justice. Donc, en sorte, M. Hens, donc vous avez des gens qui dirigent la nation, mais qui sont au-dessus de la loi. Il n'y a pas de haute cour de justice, mais ils ne sont pas aussi justiciables devant les tribunaux de droit commun. Donc, c'est tout le problème de la transition. Parce que la transition, c'est d'abord une banque à dévaliser en toute impunité. Et c'est la raison pour laquelle que tous les politiciens haïtiens la transition parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de reddition de comptes. Et c'est pourquoi nous sommes dans une situation exceptionnelle où il faut aller vite. Aller vite veut dire quoi? Il faut établir les conditions de sécurité publique et lancer le pays vers les élections afin de permettre au peuple de choisir ceux qui doivent le gouverner. Parce que la transition, c'est d'abord une régression à la démocratie, parce que depuis 1987, dans une constitution, donc le peuple haïtien a fait déjà le choix de la démocratie, mais une démocratie encadrée par les principes de l'état de droit.
Oui, donc on est dans une situation extrêmement difficile parce que le cas de Raoul Pierre-Louis, c'est pas ce cas-là qui va résoudre tous les problèmes, n'est-ce pas? Donc il faudrait penser à se servir de cet exemple pour l'avenir parce que ça ne résoudra pas tous les problèmes, vous l'avez dit, non? Exactement. Ça aurait dû être considéré comme un cas type, comme un modèle, mais comme un modèle. Et nous devons prendre M. Raoul Pelli comme étant un modèle de courage, un modèle d'intégrité et un modèle d'honnêteté. C'est-à-dire,